Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était JF pour une nouvelle patate de forain, là une émission que je dédie au catch américain. Donc, là, le week-end dernier s'est déroulé les grands événements, deux grands événements, WrestleMania 32 et NXT TakeOver Dallas. Alors, autant vous dire tout de suite, même si je ne suis pas un très grand visionneur, entre guillemets, de NXT, j'ai beaucoup plus apprécié NXT TakeOver Dallas que WrestleMania. Ce qui devrait être normalement le contraire. Puisque normalement, le WrestleMania, c'est quand même la fédération principale. Donc, je ne comprends pas comment un show de développement a-t-il pu démoiter le plus grand pay-per-view de l'année au niveau de la WWE. Pourquoi? Eh bien, vous le saurez ça après le générique, car on y va dès maintenant. Voici donc pour cette patate de forain. Et comme je vous ai dit, j'ai plus apprécié TakeOver Dallas que WrestleMania. Parce qu'il y a des raisons particulières et j'expliquerai un petit peu plus tard lorsque je parlerai de WrestleMania. Mais on va tout d'abord parler de NXT TakeOver Dallas et vous allez peut-être comprendre pourquoi dès le départ. Donc, NXT TakeOver Dallas s'est déroulé le 1er avril 2016 au Kyle Bailey Hutchinson Convention Center, donc à Dallas, au Texas. Donc l'endroit où se trouve également WrestleMania 32 à l'AT&T Stadium, quant à lui. Donc, ce pay-per-view donc, est un spécial WWE Network, puisque c'est la NXT qui est en fait la fédération de développement de la WWE. Et donc, il y a eu vraiment pas mal de matchs, et on va essayer d'être assez clair sur tout ce qu'il en est. Le premier match a opposé The American Alpha, Jason Jordan et Chad Gable, contre les champions par équipe de la NXT, The Revival, Scott Dawson et Dash Wilder. Donc, ce match est pour les titres de la tag team, de la NXT. Et autant vous dire, j'ai adoré personnellement ce match. Parce que, alors, particulièrement, c'est pas le match que j'ai adoré le plus dans le show, on va expliquer un petit peu pourquoi plus tard, mais j'ai bien aimé ce match parce que ce match est complet. Il est intéressant, il y a eu quelques botches de la part des Revival. American Alpha, je comprends l'intérêt, notamment pour Chad Gable et Jason Jordan, parce que ça fait penser notamment à une équipe que j'avais appréciée à l'époque. Il s'agit de World Greatest Tag Team, donc l'équipe de Charlie Haas et Shelton Benjamin. Donc c'est beaucoup pour cette équipe-là. Niveau athléticité, niveau technique, c'est vraiment assez intéressant de la part des American Alpha. Des Revival est plutôt brawler. J'aime bien un peu l'esprit je sais pas comment expliquer, un peu très violent, très punchy des Revival. C'est-à-dire vraiment à base de fist, etc. J'ai bien aimé également les American Alpha et leur combinaison. Leur combinaison à deux et notamment leur finish, puisque bon, on va arriver directement au finish assez rapidement. Donc, les American Alpha portent leur finisher sur The Revival et gagnent le titre de tag team. Et franchement, leur finisher est vraiment magnifique. C'est une sorte c'est une sorte de soulevé puis un German suplex en la volée. Je trouve ça hyper beau, bien fait. Voilà. Bien fait, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était vraiment bon. Un très très bon match. Pas le meilleur de la soirée, comme j'ai dit. Mais vraiment, pour commencer le show, c'était quand même une très très bonne idée. Ensuite, nous avons Austin Aries qui affronte Baron Corbin. Alors, ça va être un peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi je parle de Baron Corbin. Parce que Baron Corbin a fait quelque chose plus tard. À WrestleMania, on expliquera un petit peu plus tard. Mais Baron Corbin... je l'aime pas trop personnellement parce que j'ai vu quelques matchs à lui, notamment je crois que c'était à NXT TakeOver Brooklyn. Justement, j'avais pas extrêmement aimé, ce qui est un peu embêtant, mais après je peux comprendre le principe du Baron Corbin. Je me dis, voilà, c'est pas spécial. Par contre, Austin Aries, c'est plus particulier. Austin Aries, je l'aime bien. Je m'attendais à ce qu'il réussisse à battre Baron Corbin de façon assez
pas claire et concise, mais tu vois, de façon un peu plus concise que ce qu'il y a là, parce que, on va dire, le match a duré 11 minutes, et finalement, la majorité du match, c'est Baron Corbin, en fait, qui le domine, et Austin Harris qui arrive à contrer son End of Days par un roll-up. Moi, j'ai pas extrêmement aimé, parce que j'aurais bien voulu que Austin Harris porte son finisher. Ça aurait été intéressant. Donc après, à voir ce qu'ils vont faire avec Austin Harris, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a quand même des bonnes choses qui peuvent être faites avec Austin Harris. Et puis d'autres personnes qui sont aussi arrivées lors de cette NXT TakeOver. Justement, le prochain match y est. Et il est clairement un Match of the Year contender. Il s'agit de Sami Zayn, qui faisait son match d'adieu finalement à NXT, puisque après il allait directement au roster principal. Bah, il était déjà au roster principal, et on va dire que c'était un peu son match d'adieu en fait, entre guillemets, de NXT. Et il a affronté une autre que Shinsuke Nakamura. Ce match est génial. Ce match est génial. Techniquement au niveau de la foule est là. La technique est là, le stiff, voilà. Tout est là pour faire pour faire un bon match. Et il est bon, putain. Allez le voir. Ça dure 29 minutes, mais putain, allez-y, quoi. C'est 29 minutes, y compris les entrées d'ailleurs. L'entrée de Nakamura poutre quasiment toutes les intros de WrestleMania 32. Oui. Oui. Même celle du Rock est moins bonne. Même celle du Rock. Mais même... Sauf celle de Triple H, tu sais qui est juste au-dessus. Mais c'est tout. Sinon il y a Nakamura derrière. Il y a que lui. Parce que putain, son intro était magnifique. La musique de Ryan Sun, d'ailleurs, qui est très très belle. Qui est moins bonne que Subconscious. Mais franchement, putain, j'ai marqué rien que quand on entend la musique. Et tu vois, en entendant les cris Nakamura. Voilà, merde, tu vois. Il y avait l'ambiance, il y avait la technique. Il y avait tout pour que ce match était génial, Et franchement, j'ai adoré ce match. Pour moi, c'était pas du 5 étoiles. Mais pas loin du tout. C'est du 4 étoiles et demi. Parce qu'il restait, il peut-être manqué un tout petit truc. Il vraiment qu'un tout petit truc. Mais sinon, le truc est génial. Le match est génial. C'est un match vraiment qui est magnifique. Stiffness, technique, tout y est. Franchement, je ne peux que le recommander. Allez le voir, que ce soit sur le network ou par d'autres moyens. Shinsuke Nakamura qui donc bat Sami Zayn par son Aini Bomaye, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle exactement, quand il est appelé au Japon, parce qu'ils ont mis le Aini, en fait ils ont appelé ça le Aini, bon, alors que moi je crois que c'est le Bomaye. Donc il bat Sami Zayn, et justement Nakamura qui fait une preuve de respect à Sami Zayn, et qui part ensuite pour laisser Sami Zayn on va dire célébrer un petit peu avec les fans pour son match avec NXT. Franchement, très 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 bon match, et j'ai vraiment adoré ça personnellement. Donc voilà. Franchement, le match de la soirée, le match du week-end, le match tout court. C'est vraiment le match vraiment qui... On va dire, même le match, poutre la majorité de WrestleMania. Non, dans le sens où tous les matchs de WrestleMania quasiment poutre. Hein, en fait, on va dire, le match est meilleur que tous les matchs de WrestleMania, mais il n'est pas meilleur que WrestleMania lui-même. Mais c'est pas loin. Oui, ça vous dit quelque chose, un match de 20 minutes qui arrive à battre un show de 4h50. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est bizarre, mais bon, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc, ensuite, après ce match qui était vraiment très beau, franchement, je ne peux pas vous le dire, ça fait 3 fois que je vous dis qu'il faut aller le voir, mais allez le voir. Ensuite, on a eu un match pour le titre féminin de la NXT. Donc, Bayley, la championne, défendait son titre contre Asuka. Asuka qui est donc Kana, ancienne catcheuse japonaise. Catcheuse japonaise, et franchement, son intro est vraiment magnifique à Asuka. Le fait qu'elle porte un masque jusqu'au moment où elle se montre sur le coin, et puis elle retire son masque, franchement, j'ai trouvé ça hyper, hyper beau. Et je l'avais vraiment pas vu vraiment catcher Asuka, mais franchement, elle est bien. Franchement, le match était bon. Il y avait quand même des très bonnes prises techniques entre les deux. Beaucoup de soumissions aussi entre les deux. J'ai bien aimé un petit peu l'esprit, comme quoi Kana était un peu la... on va dire, il y avait le match qui était équilibré, mais en fait, à partir d'un moment, Kana a pris légèrement, même beaucoup le dessus. Et justement, ça se voit à la fin, lorsque justement,
Il y a beaucoup de soumissions entre les deux et Asuka arrive à porter son... je sais plus exactement comment ça s'appelle, son finisher actuel à la NXT. C'est une sorte de chicken wing en fait, une sorte de chicken wing assez particulier. Et elle a gagné justement... attendez, je suis en train de réfléchir. Voilà, le Canalock, donc le Canalock qui est en fait un Dojime Chicken Wing Facelock. Et franchement, j'ai vu un truc qui était assez particulier parce que c'est rare de voir ça dans les matchs maintenant. C'est en fait la championne Bayley qui n'a pas abandonné en fait. Elle est tombée KO. C'est-à-dire elle a carrément tombé dans les pommes. Et donc, justement, cette idée de faire battre Bayley par KO n'est vraiment pas une mauvaise idée parce que pour moi, Bayley, c'est un peu l'underdog suprême, un peu comme Sami Zayn ou comme par exemple Kalisto qui essaie de faire un peu la même chose. Mais c'est un peu l'underdog suprême et ça me surprend pas en fait qu'ils aient fait abandonner Bayley d'une certaine façon en faisant grâce à KO parce que comme ça en fait ça permet de dire à Bayley, tu n'as pas perdu. Tu as perdu juste parce que tu n'as pas perdu, tu as combattu jusqu'à la fin, et tu as perdu vraiment parce que tu ne pouvais plus combattre. Et je trouve ça hyper beau. Kana ou Asuka qui gagne le titre de la NXT, du titre féminin de NXT. Franchement, le match est vraiment hyper intéressant. Peut-être non pas le meilleur de l'année, pas le meilleur match féminin par contre de la semaine. Moi, je regarde là parce qu'il y a un match qui est juste derrière. Un WrestleMania qui est quand même bien. Qui était vraiment très très beau. Alors, on expliquera un peu plus tard. Et franchement, je l'ai bien aimé. Ensuite. Enfin, parce qu'il y a 5 matchs. Alors que WrestleMania, il y en a 11. Oui, alors. Oui, c'est bizarre. Un match avec un show avec 5 matchs arrive à démonter un show avec 11 matchs. Très bien. Donc. Nous avons le titre NXT qui est défendu. Le titre NXT qui est défendu contre... non, excuse-moi. Le titre NXT donc est défendu par Finn Balor contre Samoa Joe. Alors Samoa Joe, je l'apprécie particulièrement parce que je le connaissais un petit peu avant la TNA. Je l'ai suivi un petit peu aussi à la NXT. Beaucoup à la NXT en fait finalement. Pas mal ce qu'il faisait. Et... on va dire, vu le match de NXT TakeOver London, on se disait, bon, ça peut être hyper intéressant parce que en fait, c'est le seul match d'ailleurs que j'ai eu de TakeOver London parce que j'avais pas eu trop le temps malheureusement d'aller voir le TakeOver London. Mais justement, je me disais, merde. Enfin, je me disais, bon, ça peut provoquer un bon match. Et en plus, ils auraient pu faire un match un peu plus genre hardcore match. Et on expliquera j'expliquerai un petit peu plus tard dans l'explication du match. Mais on va dire, il y a eu un truc qui m'a dérangé. J'expliquerai un petit peu pourquoi. Pour moi. Le match est bon. Ça c'est clair. C'est pas un mauvais match. Mais je m'attendais à plus. Dans le sens où, déjà, au tout début du match, un headbutt, on va dire un coup de tête de Balor, provoque un saignement assez important de la part de Samoa Joe. Et, bien sûr, le principe de la WWE, c'est d'éviter au maximum les bleedings, ce qui est très con. Donc du coup, ils ont essayé de stopper l'invasion, de stopper le saignement, ce qui est normal, ce qui peut être compréhensible certaines fois. Sauf dans ce match-là. Parce que je comprends certaines personnes qui disent « Oh, il faut éviter le blade parce que ça peut être dangereux à cause de l'hépatite C, ce genre de trucs. » Je comprends, tout à fait. Ça, tout à fait, je peux comprendre. C'est pas un problème. Mais il y a certains matchs où tu es obligé d'avoir du blade. C'est vrai que c'est bizarre de ma part de dire ça, mais pour moi, c'est un match où le Blade devrait être important, ou devrait jouer dans l'histoire du match. Et on va dire le Blade a joué dans l'histoire du match, mais pas extrêmement comme on le voulait, parce que la majorité des fans d'ailleurs ont détesté cette façon-là de justement le soignage de la blessure de Samoa Joe. Et même Samoa Joe était en colère par rapport à ça. Parce que moi, je trouve vraiment que quelqu'un ait du sang lors d'un match, ce n'est pas un problème. Le truc, c'est qu'il faut que l'histoire et tout ce qui est derrière colle avec. Et c'est ça le problème avec actuellement à la WWE, c'est que on évite un maximum le Blade pour éviter ça, je peux comprendre, ça n'a pas de souci. Mais c'est un match qui mérite le Blade. Et moi, ce match-là méritait le Blade. Notamment, parce que moi, je trouvais hyper intéressant. Le match, d'ailleurs, a gagné d'offensive grâce à ça. Samoa Joe est devenu beaucoup plus offensif dans le match. A fait beaucoup plus de choses, a apporté un muscle buster de bonne qualité. Et puis franchement,
Finn Balor qui gagne du coup, je crois que c'est par un stomp. Je sais pas si c'est double stomp ou si c'est coup de gras. Mais en tout cas, Finn Balor garde son titre. J'aurais vraiment pensé que le match aurait duré un petit peu plus longtemps et que Samoa Joe gagne le match entre guillemets. Et franchement, ça m'attriste un peu qu'il n'ait pas fait vraiment plus de choses pour le main event. Mais bon, il y a quand même le match de l'année dedans, donc finalement ça passe. Hein, c'est voilà. Bon pour moi clairement, je pense qu'il y a très peu de matchs qui pourront aller au niveau de Zayn Nakamura dans l'année. Donc franchement, c'est le match de l'année ou c'est très très proche du match de l'année parce que franchement, ce match-là est magnifique. Je l'aurais expliqué une fois, mais c'est voilà. Bon voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour pour NXT TakeOver. On se retrouve donc dans quelques minutes pour la suite concernant WrestleMania. Non. Et donc, passons donc à WrestleMania 32. Comme je vous l'ai dit, j'apprécie plus NXT TakeOver Dallas que WrestleMania 32. Pour plusieurs raisons, j'explique un petit peu plus tard pourquoi. Mais tout d'abord, comme vous le savez, WrestleMania, déjà, alors pour vous donner un petit peu un avis de tout ce qui s'est passé, le problème déjà de WrestleMania cette année, c'est que on a eu beaucoup trop de shows. Alors c'est bizarre de ma part de dire ça, mais on a eu 2 autres pré-shows, on a eu les 4 heures de WrestleMania, et bizarrement WrestleMania a terminé à 4h40, à 5h40, donc du coup a fait en fait 40 minutes d'overdue par rapport à ce qui devait être prévu. C'est-à-dire que ça a duré 4h40 finalement le pay-per-view. Donc ça a duré 7 heures quasiment. 7 heures. Pour un événement de catch, c'est quand même pas mal. Beaucoup. Même beaucoup trop en fait finalement parce que on va voir que certains matchs ont été un peu bâclés. Hein. Je trouve vraiment qu'ils ont été bâclés. Ce qui est très triste. On expliquera un petit peu plus tard pourquoi. Je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles ça s'est fait. Mais voilà. Franchement, il y a des trucs qui devraient être faits, qui devraient être pensés. Voilà, c'est ce truc. Donc, on va commencer par le pré-show, car en fait, il y a eu les 4 heures de WrestleMania, il y a eu le pré-show. Pour tout vous dire, pour le pré-show, j'ai regardé que les matchs du pré-show. J'ai pas regardé autre chose. Ou ben, j'ai regardé autre chose aussi, parce qu'il y avait un événement apparemment qui s'est déroulé durant le pré-show et que donc j'ai regardé un peu après. Et d'ailleurs, c'est très très cool parce que je vais vous dire un truc qui est très très cool. Et ça, c'est un point hyper cool de WrestleMania. Un des seuls points cool de WrestleMania. Passons. Donc, le premier match c'était un match pour le titre United States, le titre des États-Unis. Kalisto, le champion, défendait son match. Donc, Kalisto, le champion, affrontait nul autre que Goldberg. Attends, on dit dans mes oreilles que c'est pas Goldberg. C'est Ryback. Ah bon, oui, c'est la même chose. Excusez-moi. J'ai coché des blagues parce que, franchement, je comprends pas ce qu'il voulait faire avec Ryback. Mais putain, Ryback, il est... Waouh! Déjà, il est roïdi. C'est-à-dire que vraiment, il est encore plus musclé qu'avant. Je pensais pas que c'était aussi positif que ça. Ou alors, c'est parce que son ancienne tenue ne mettait pas en valeur ses muscles. Mais putain, j'ai l'impression qu'il a encore gagné encore plus de musculature. Ce qui est un peu inquiétant pour tout te dire. Mais passons. Ryback, je l'apprécie extrêmement pas. Enfin, je l'apprécie... entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un catcheur qui me plaisait à une époque, au tout début. Maintenant, ne me plaît plus beaucoup parce que, tout simplement, je trouve que là, je sais pas, c'est pas ce qu'ils veulent faire avec le personnage, je sais pas ce qu'ils veulent faire d'ailleurs avec l'esprit, parce que son entrée de heal est quasiment la même que l'entrée de face, il y a juste 2-3 trucs qui changent. Juste son tailleur en fait, quasiment qui change. Il y a que ça. C'est triste parce que voilà, ils auraient pu faire un truc beaucoup plus complet, genre un peu Batista à la Batista de 2008-2009 avec le spotlight, genre de truc qui serait beaucoup plus logique vu sa musculature. Mais non, on fait la même chose à peu près et puis on fait rien. Voilà, bon, qu'est-ce que je te dise, moi, c'est voilà. Et Ryback, franchement, je l'apprécie pas non plus parce qu'il est très très stiff, trop stiff même dans ses matchs. Alors oui, vous m'avez gueulé, j'ai gueulé comme un malade parce que le match de Nakamura et Zen était... Oui, sauf que le stiffness, pour moi, c'est pas un problème. Le stiffness, c'est pas un problème dans le match si les deux font le nécessaire. C'est-à-dire que Zayn et Nakamura étaient stiff l'un et l'autre, donc il n'y avait pas de problème. Par contre, entre Kalisto qui est un high flyer contre le Steve Ryback, voilà, enfin c'est un peu
Mélange des genres qui est pas génial. Et le match était correct, pas génial, correct. Il était juste correct. Ça se termine d'ailleurs avec un side del sol de Kalisto sur les cordes. Hein, en fait, en utilisant des cordes, c'était vraiment sympa d'ailleurs ce finish là. Et franchement, il y avait aussi Mono Ronaldo qui était en fait commentateur dans le pré-show. Et putain, je peux comprendre pourquoi on l'apprécie par rapport à Michael Cole. Hein. Putain, il est beaucoup mieux. Il sait comment fonctionnent les prises. Il parle beaucoup du nom des prises. Il parle pas beaucoup des histoires. Il parle. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui connaît plus les prises, etc., qui est beaucoup plus technique. Et moi, j'aime mieux. Voilà, c'était bien. C'était bien. C'était pas génial, mais c'était bien. Franchement, j'ai bien aimé ce match, perso. Court, mais correct. Pas eu trop de problèmes. Même si Ryback a majoritairement dominé le match. Parce que, bon, bien sûr, c'est un peu l'esprit de l'underdog que fait Kalisto avec ce titre des États-Unis. Donc, Kalisto qui garde ce titre des États-Unis. Donc voilà, le match était correct, le match était bien. Voilà, ça suffit. Ensuite, le match entre les Total Divas, donc Brie Bella, Paige, Alicia Fox, Natalia et Eva Marie, contre la team Bad and Blonde, Naomi, Tamina, Lana, qui a lutté, 3 secondes, mais qui a lutté, faut pas croire, Summer Rae et Emma. Alors, déjà, pour tout vous dire, il y a un événement plus tard que je vais vous expliquer que j'adore particulièrement, et qui est lié en partie à ça, et je vous explique pourquoi. Total Diva, j'aime pas. Déjà, Total Diva, j'aime pas. L'émission de Shei, là, j'aime pas. J'ai regardé un épisode, je crois, de Total Divas et j'ai dégoûté parce que pour moi, Total Divas, ça ne sert à rien. C'est pas un truc qui sert à rien. C'est pas un truc qui sert à quelque chose. Parce que la télé-réalité, franchement, je commence à. J'aborde ça. Hein. Clairement, j'aime pas ça. Mais en fait, le fait qu'ils mettent les personnes de Total Divas en avant sur des vraies catcheuses, par exemple, comme. Tu vois, même que des vraies catcheuses y participent, mais ne sont pas pêchées à cause de ça, ça m'a un peu fait chier. Notamment à l'époque où il y avait Nikki Bella en tant que championne des divas. Championne des divas. D'ailleurs, il faudra penser à oublier de dire ça à partir d'un moment. Peut-être. Mais voilà, le match était correct. Eva Marie s'est fait carrément conspuer par la foule. Parce que c'est une île de NXT, et même c'est tout simplement une personne qui ne sait pas. Enfin, qui a été réputée comme personne qui ne sait pas trop lutter. Malgré tout, il faut savoir que justement. Que justement. Eva Marie n'a pas fait un mauvais match finalement. Elle a fait 2-3 prises, c'était pas botché, c'était correct. Voilà. Et le match était bon, voilà, c'est un match de féminin tag team, qui est il y a quelques trucs qui m'ont un peu dérangé, mais c'est pas énorme. Le match était correct. Voilà, c'est un match. Voilà, c'est un match qui était cool, mais pas énorme. C'était un match, voilà, qui était pas. Pour moi, il n'y avait pas de moment marquant ce match. Ce qui est dommage, parce que je pense qu'il y aurait des trucs qui auraient été sympas à voir dans ce match. Mais bon, ça aussi, je pense que ce qui est intéressant, c'est surtout Brie Bella qui porte le guest lock pour terminer le match. Brie Bella qui a annoncé sur Instagram le soir même sa retraite finale des rings, sûrement liée à ce qui s'est passé avec son mari. Marie Daniel Bryan qui est aussi parti des rings, qui s'est retiré des rings il y a quelques semaines. J'espère vraiment que ce qui se passe avec Daniel Bryan n'est pas très violent. J'espère juste que c'est juste une petite déprime. Qu'il n'y a rien qui peut provoquer, il n'y a rien de trop grave pour lui. Parce que c'était vraiment très triste de voir partir. J'espère vraiment que ce n'est pas un truc violent. Je pense que c'est simplement parce qu'il est déprimé. Donc, Brie Bella, j'espère que toi tu pourras aussi aider un peu ton mari. Et puis t'épanouir aussi personnellement. Je pense que tu pourras faire aussi du cinéma. Parce que je pense que tu as la possibilité de faire du cinéma. Franchement, j'ai hâte de voir ce qui vous attend pour tous les deux. Et voilà, j'espère vraiment que ça se passera bien pour vous. Ensuite, passons au premier coup de gueule de la soirée. Dans le pré-show. Alors, dans le pré-show, il y a eu le troisième match entre les Dudley Boys, Bob Ray et Devon Dudley, contre les Usos. Vous savez très bien que quand je parle des Usos, vous savez très bien ce que j'en pense déjà. C'est-à-dire que pour moi, les Usos font souvent le même match. Là, c'est même pas le même match. Le match est inexistant. Pour moi, ça ne mérite même pas une note sur 20. C'est 0.
C'est un 0 sur 20 pointé. Ce match est pourri. Ce match est pourri, mais c'est magnifique. Tu vois, Bubba Ray qui fait du trash talk, ça c'était marrant. Et après, d'un coup, bah, on va faire gagner les faits, on va faire gagner les Usos, parce que voilà, on va gagner les Usos, quoi. Yeah. Mais pourquoi? Merde, je veux dire, ok les Usos, je peux bien comprendre que vous soyez favoris des fouilles, genre de trucs. Sauf que la majorité des gens ont détesté notamment certains trucs de votre répertoire. Et vous ont hué, conspué après. Parce que bon, après, pour ajouter de l'insulte, hein, parce que bon, voilà. Les Dudleys qui attaquent du coup les Usos après le match, bon, normal. Les Heels qui affrontent les Faye, qui attaquent les Faye, c'est normal. Et d'un coup, les Faye, enfin, donc les Dudley ramènent des tables. Et ce qui se passe, tout simplement, c'est que oh bonjour, Super Kick Party. Les Usos qui mettent les Dudleys sur les tables et qui font des splashs sur les Dudleys sous les huées de la foule. Voilà, merci les Usos d'avoir démonté les Dudleys. Bon, après, ça s'est réparé un petit peu à Raw, mais bon, ça c'est autre chose. On en parlera un petit peu de Raw à la fin. Voilà, c'était un peu le coup de gueule un peu que j'avais sur ce pré-show, parce que voilà, les Usos, à chaque fois je vois le même match. Et là, mais il n'y a même pas de match. Il y a 0 match. C'est 0. Le match est 0. Je ne comprends pas comment le match a pu... Il a duré 5 minutes. Le match a duré 5 minutes. Comment veux-tu qu'en 5 minutes tu fasses un truc correct? Non mais c'est con, mais comment veux-tu qu'en 5 minutes tu fasses un truc correct? C'est con. Mais merde, pourquoi vous avez... Il n'y avait pas une possibilité de faire autre chose, par exemple de mettre les Dudleys dans le match avec la League of Nations, je sais pas. Autre chose quoi, merde. Voilà quoi. Voilà. Bon. On arrête le coup de gueule, genre. On voit quand même que ma colère est là, hein. On voit quand même qu'elle est là, elle est présente. Mais voilà, j'aime pas ce qui s'est passé avec les Usos. Par contre, j'aime bien aimé ce qui s'est passé après. Lita dans le ring. Donc dans le ring. Bon, Lita qui est dans le ring, ok, cool. Et on voit une sorte de petit truc qui ressemble à une ceinture. Enfin, je sais pas, un truc qui ressemble, je sais pas quoi, à une sorte de piédestal avec un truc dessus. Et il parlait un petit peu de des catcheuses qui ont fait truc. Et en fait, quand j'ai vu, parce qu'elle m'a dit, voilà, je vous dis que le titre des Divas, enfin plutôt que le vainqueur du Triple Threat, donc plus tard dans la soirée, aura le nouveau titre. Oui, oui, le nouveau titre tout mon titre féminin à la WWE. Oui, enfin, la fin du papillon, la fin du papillon, la fin du papillon. Putain, enfin, ce truc des papillons, ça faisait plusieurs années que je me disais c'est de la merde ce titre. Enfin, on a fait un bon truc. Enfin, on a fait un bon truc. Et en plus, on était grave plus tard, mais le match permet d'avoir une vraie championne. Malgré tout. Et franchement, je suis content parce que putain, ce Butterfly, quoi. Ce Butterfly Championship, j'ai pas aimé, quoi. Je déteste ce titre. Heureusement qu'ils ont fait le nécessaire. Parce que franchement, ça aurait été la merde. Non, franchement, ça c'était un très bon point de WrestleMania. L'un des seuls bons points de WrestleMania. Ils sont très peu, malgré tout. Mais voilà, c'était vraiment sympa et j'ai bien aimé du coup qu'il y a un nouveau titre féminin qui remplace du coup le titre des divas. Et en plus, le mot diva n'existe plus. Ouais, c'est très cool. Maintenant, toutes les personnes, donc catcheuses et catcheurs, sont notés comme des superstars et même pas de diva, rien du tout. C'est rien du tout, c'est cool. Ça, c'est cool, merci. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, passons au pay-per-view en lui-même. Bon, America the Beautiful, bien sûr, comme d'habitude, on est en Amérique, on fait America the Beautiful. Bon, c'était sympa, c'était cool. Moi, ça m'a pas trop intéressé parce que bon, je suis pas américain. mais voilà, c'est compréhensible qu'ils fassent l'hymne américain, enfin un des hymnes américains. Je trouve America the Beautiful et il y en a pas un autre. The Star and Stripes. Donc America the Beautiful, ok, très cool. Ensuite, passons au premier match. Le premier match est un match pour le titre intercontinental dans un match en échelle. Donc, Kevin Owens défendait son titre contre Sami Zayn, Dolph Ziggler, The Miz, Sin Cara, Stardust et Zack Ryder.
Alors, pour tout vous dire, ce match est bon. Il est bon, il est rythmé, il y a des très bonnes choses, mais on voit très clairement que il y a un match dans le match. Et c'est ça aussi qui m'a un peu dérangé en fait dans la construction dans la construction de ce match. C'est que vous aviez, dans la WWE, vous aviez une opportunité en or de faire un match entre Sami Zayn et Kevin Owens. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit, oui, on va mettre Sami Zayn, on va mettre Kevin Owens. Mais on va mettre 5 mecs qui ont rien à voir. Ok, de mettre 5 mecs qui ont rien à voir, mais vous aviez la feud là, j'ai envie de dire, vous aviez la rivalité, pourquoi vous avez pas fait le nécessaire là? C'est... Dans ce cas-là, vous mettez le titre United States à la place, ce serait la même chose. Ce serait un plus logique finalement, parce que Kalisto est un high flyer, donc se retrouver avec des high flyers, ce serait pas mauvais. Non. Après, le match est bon. Il y a des bonnes choses, il y a des bons spots, il y a des très bonnes tenues aussi, comme Stardust qui porte la tenue, on va dire, en rapport, ou plutôt en hommage à Dusty Rhodes, son père, puisque bon, que Stardust c'est Cody Rhodes, hein, pour ceux qui se demandent. Euh, il y a aussi de très bonnes choses de la part de Dolph Ziggler qui fait quand même des bons matchs toujours. Hein. C'est un mec qui sait faire des bons matchs. Sin Cara qui a été hyper intéressant, notamment le springboard qu'il a fait sur le groupe qui était à l'extérieur du ring après une sorte de. Après s'être fait pousser de la. En fait, il s'est fait pousser de l'échelle. Il a rebondi sur la corde et il est reparti en une sorte de senton, enfin une sorte de flip sur le groupe et c'était vraiment sympa. Et il y avait aussi des très bonnes choses, des pop-up war bombs, euh, une putain d'explodeur suplex, je me trompe pas, de Sami Zayn sur Kevin Owens enfin, à côté, empalé sur une échelle qui m'a fait extrêmement peur parce que je voyais que Kevin Owens ne bougeait plus du tout. J'ai eu très peur pour lui, je me suis dit, putain, aïe, ça fait mal. Et à la surprise générale, y compris la mienne, on s'attendait à ce que ce soit Zayn, soit Owens qui gagne le titre. Parce que voilà, c'est la feu entre les deux. C'est ce qui paraît le plus logique. Et même voilà, KO Mania contre Sami Zayn qui avait perdu son match d'ailleurs contre Nakamura. Contre Nakamura, je me suis dit peut-être qu'ils vont faire gagner le titre intercontinental à lui pour justement le remercier d'une certaine façon d'avoir fait gagner Nakamura. Non, en fait. C'est aucun des deux. Et là, il y a un coup de gueule par rapport à Raw. Pas par rapport au résultat, par rapport à Raw. Parce que, bon, ce n'est pas Kevin Owens, ce n'est pas Sami Zayn, ce n'est pas Dolph Ziggler, ce n'est pas Sin Cara, ce n'est pas The Miz, ce n'est pas Stardust. Car oui, faut pas croire, c'est Zack Ryder, Zack Ryder, qui a gagné le titre intercontinental. C'est un marque momentum parce que je m'attendais pas à ce que ce soit. Je pensais pas que ce soit Zack Ryder quoi. Surtout que c'est le mec qui a été ajouté un peu au dernier moment. Je me suis. Ok. Tu vois, je me suis dit, merde, putain. Et là, ils m'ont surpris. Je me suis dit, bonne surprise, c'est cool. Franchement, ça me faisait vraiment plaisir que Zack Ryder gagne son titre, gagne le titre intercontinental. Après, j'expliquerai pourquoi j'ai un coup de gueule par rapport à Raw parce que il avait pas eu son titre le jour d'après quoi. Logique. La logique, elle est pas là. Hein. Mais bon, c'est autre chose. Attendez, je. Mais Zack Ryder, quoi. C'est vraiment le personnage. Enfin, on s'attendait pas à ce qu'il gagne. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et tout le monde, je pense qu'il était surpris que ce soit Zack Ryder qui gagne le titre. Comme je dis, il a perdu le titre le lendemain. Ce qui est très triste parce que c'est très con. Bon, après, ça fait revenir Maryse. Que j'adore particulièrement parce que. Pour plusieurs raisons. Parce qu'elle était déjà bonne techniquement au niveau du ring. Et voilà. C'est d'autres trucs aussi. Bon, ça, j'ai pas expliqué. Hein. Je pense que tout le monde a compris. Mais voilà, franchement, ce qui m'a fait plaisir, c'est que Zack Ryder gagne. Après, ils avaient peut-être il y avait peut-être autre chose à faire. Et bon, franchement, j'ai bien aimé le match, c'était correct, très rythmé. Pas le meilleur match de la soirée non plus. Parce que le meilleur match de la soirée est un match un peu plus particulier, mais on espéra pourquoi. Mais voilà, c'était cool. Mais voilà. Ensuite, passons au deuxième match. Chris Jericho versus AJ Styles 4. Et autant vous dire, ce match est très lent.
trop lent. Beaucoup trop lent. C'est un des gros problèmes de ce match. C'est-à-dire que à Fastlane, c'était beaucoup plus actif, beaucoup plus réactif, beaucoup plus. Voilà. Alors que là, on disait que. Hein, on s'endort. Enfin, moi, je m'endormais, moi, je m'endormais pas, mais j'avais l'impression que c'était endormissant, quoi. Alors que non, c'était un match qui était beaucoup plus qui avait beaucoup plus de technique, qui pouvait avoir pas mal de fluidité aussi. Je me suis dit, merde, pourquoi ils ont pas fait un truc sympa. Voilà, c'était un peu triste. En plus, faire gagner AJ Styles à WrestleMania, je m'attendais. En fait, je me dis, faire gagner à WrestleMania AJ Styles, je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Et non, ils l'ont pas fait parce que bon, ils ont fait gagner Jericho. Mais comme je l'ai dit, moi j'avais confiance en WWE pour faire un match complet. Mais même si Jericho gagnait, ça m'aurait pas dérangé. Mais le fait que le match aussi lent, ça m'a un peu dérangé parce que moi je trouve que le match aurait pu être beaucoup plus actif que celui qu'on a eu à WrestleMania. Il aurait pu être plus proche de celui de Fastlane qui était vraiment pas mal du tout. Mais c'est dommage quoi. Après le match était pas mauvais. Hein. Le match était pas mauvais, mais bon, il est lent. Et c'est un des gros problèmes de ce match. C'est-à-dire que s'il était un peu plus rapide, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de choses. Clairement, il y aurait beaucoup plus de choses entre les deux. Et c'est vraiment le truc que j'ai remarqué moi pour ce match-là. Voilà. Ensuite, passons à la première entrée principale, enfin la première entrée particulière entre guillemets de ce pay-per-view. Il s'agit des New Day, car les New Day sont venus dans une boîte de céréales, plutôt dans une boîte de céréales appelée les Booty-O's. Et donc justement on avait les New Day qui étaient là avec en fait habillés en Dragon Ball Z. C'était marrant d'ailleurs, c'était vraiment marrant. Et on va dire vraiment on voit quand même le potentiel et même le charisme des New Day. Quand tu vois que les New Day ont réussi à réveiller la foule après le match Jericho et AJ Styles. D'ailleurs le match Jericho et AJ Styles, putain la foule était morte, mais c'est autre chose. Mais franchement ça a permis de réveiller la foule et ça a permis aussi de faire un bon truc. Après bon, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu la League of Nations. En fait la foule s'est réveillée au League of Nations. Enfin, la foule s'est réveillée pour New Day et s'est rendormie par la suite pour le League of Nations, parce que League of Nations, j'apprécie pas. Plutôt, j'apprécie au début, quand ils avaient commencé le truc. Mais ils l'ont mal booké. Et maintenant, c'est de la merde. C'est de la merde sans nom. Et il faut continuer avec ça, alors que c'est de la merde. C'est toujours de la merde. Donc, nous avions les New Day, donc un match 3 contre 3. De New Day, donc Xavier Woods, Big E et Kofi Kingston contre Sheamus, Rusev et Alberto Del Rio de la League of Nations, accompagné de Bad News Barrett. Ce match est pas mauvais. Ce match est correct. J'ai pas eu trop d'éléments, j'ai pas eu trop de trucs qui m'ont remarqué. À part le finish où il y a eu un boulhammer de Barrett suivi d'un. Enfin, sur Xavier Woods, puis. Pro kick de Sheamus pour gagner le match. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris que la League of Nations gagne le match. Bon, après, peut-être parce qu'il n'y avait pas le titre par équipe, donc du coup, ça passe. Mais putain, quand je dis, ils ont gagné la League of Nations, mais pourquoi? Et je pense que c'est lié à ce qui s'est passé par la suite, parce que Wade Barrett parle un petit peu en disant: ah voilà, on est les lads, on est magnifiques, voyez, tu vois, il y a Alberto Del Rio, il y a Rusev, il y a Sheamus, il y a moi-même. Alors c'est très cool, il y a personne qui peut arriver à notre cheville d'un coup. La musique de Shawn Michaels qui résonne dans l'arena. Moi, je me dis: ok, Shawn Michaels, pourquoi? Et là, tu vois Shawn Michaels en tenue de catch. En tenue de catch. Je me suis dit, putain, mais il devrait pas lutter normalement. Il devrait. Voilà, merde, c'est pas. En tenue de catch. Et putain, qu'il est conservé quand même. Il est putain de conservé quand même pour un mec. Je sais pas combien quel âge Shawn Michaels il doit avoir 50 ans à peu près, Shawn Michaels maintenant. Shawn Michaels qui est quand même une de mes idoles c'est une des personnes qui m'a fait découvrir le catch, enfin plutôt un des catcheurs qui m'a fait aimer le catch. Et il a actuellement 50 ans, il a 50 ans effectivement. Donc justement c'est vraiment très beau on va dire. Parce que voilà, c'est un mec qui est au Texas, donc qui est connu au Texas, parce qu'il habite à San Antonio. Franchement c'était hyper intéressant. Et franchement, Shawn Michaels qui arrive et d'un coup tu entends la musique de Mick Foley. Ok, Mick Foley, pourquoi pas?
Et puis d'un coup, le Glass Shatters, donc Steve Austin qui arrive. Voilà, tu vois les trois qui arrivent, qui vont sur le ring, qui vont démonter la League of Nations. Biggie, enfin la New Day qui revient ensuite pour essayer de faire balancer un petit peu les trois les trois légendes. Et ils arrivent quand même à faire bouger Austin avec Xavier Woods. Et d'un coup, tu vois, Xavier Woods, puis après, Austin qui fait hop, Stunner. Salut. Tu vois, en fait, il avait dansé d'un coup. Hop, allez, Stunner. Allez. Et franchement, c'était hyper marrant, un marque même pour moi. Parce que moi, j'adore particulièrement Shawn Michaels, Austin aussi. Foley un peu moins, même si j'adorais ce qu'il a fait quand même dans le ring. Mais franchement, le truc était vraiment sympa. Et c'était vraiment cool en tout cas. Sinon, sinon voilà, c'était vraiment sympa et j'ai bien aimé ce match. Ensuite, passons au premier coup de gueule de ce pay-per-view. Premier coup de gueule, le match suivant. Nous avons Brock Lesnar qui affronte Dean Ambrose dans un match No All Barred Street Fight. Dans un match no DQ, en fait, c'est un équivalent d'un match no DQ, mais on est un peu plus violent en fait. On est un peu plus violent parce qu'il y a plus de, on va dire, il y a des prises qui sont acceptées par rapport à. Voilà. Et merde, ce match est un squash, est un putain de squash. Ce que je m'attendais absolument pas en fait, parce que le principe de la faute, c'est que Dean Ambrose se fait tabasser tout le temps par Brock Lesnar. Et que Brock Lesnar, en fait, était un peu le dominant. Donc on se disait, bon, il y a des chances que Dean Ambrose gagne ce match. Parce que, pour moi, Dean Ambrose, c'était un mec sur lequel on peut compter pour le futur. Déjà, le match a été un squash. Bon, c'est bien, un squash, ça aurait été un squash pour Dean Ambrose, ce serait cool. Non, c'est un squash pour Brock Lesnar, en fait. Brock Lesnar a été dominant par la majorité du match, a fait un seul F5 et terminé. Rien d'autre, même pas de Kimura, rien, que dalle. Merde, ce match est oubliable, ce match est un dude. Ce match est un dude, ça a duré 12 minutes, mais ça a été un squash. Pourquoi alors que vous avez quelqu'un qui, en tant que Dean Ambrose, qui est quand même un des meilleurs catcheurs charismatiques de ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous faites perdre contre eux. Oui, non, bon, Brock Lesnar aussi charismatique, je suis d'accord, c'est pas le problème. Mais merde, vous pouviez faire gagner une petite victoire, une victoire de prestige. Ça aurait été sympa. Et en plus, ça permettrait de faire avancer un petit peu son public à lui. Parce que à chaque fois, moi, ce que je reproche avec le booking de Dean Ambrose, c'est que on considère que Dean Ambrose est un peu le fou à gagner un peu la Mankind ou la Mick Foley. Ok, je peux comprendre. C'est normal. Parce qu'il a fait des matchs ultra violents. Voilà, il a été à la CZ. Ok, je peux comprendre. Mais merde, vous avez quelqu'un qui est hyper charismatique. Pourquoi vous le mettez pas dans un match au moins de prestige? Par exemple, bon, Lesnar c'est prestige, mais merde, le match a été très très rapidement bâclé. Alors qu'il aurait pu faire un match beaucoup plus long avec une victoire à la fin d'Ambrose. Et pourquoi ils l'ont pas fait? Parce que je pense que Lesnar a dit non. Ou Lesnar a dit oui, mais voilà, je combats, mais je perds pas. Parce que moi je trouve que vraiment que Ambrose gagnant ça aurait été beaucoup plus logique que Lesnar gagnant. À moins qu'il fasse la suite avec Lesnar, mais ça m'étonnerait parce que Lesnar, voilà, c'est un mec qui coûte beaucoup d'argent. Hein. Bon, on va regarder un petit peu finance, ça coûte de l'argent hein, d'avoir un Lesnar. Donc du coup, si tu veux avoir Lesnar, bah, il faut dépenser. Et dépenser, malheureusement, c'est un peu compliqué. Donc du coup, voilà, c'est pas facile. Moi, je trouve vraiment qu'ils ont fait une bêtise en faisant gagner Brock Lesnar. Et franchement, le match, il n'y a pas vraiment d'offense de la part d'Ambrose. Ambrose subit la majorité des attaques. Et il n'y a qu'un seul F5. Si on avait plusieurs, ok, pourquoi pas, mais il n'y en a qu'un seul. Bon, très suplexe, mais quand même, voilà, je trouve ça faible. Je trouve ça faible pour un mec, pour un des matchs qui était le plus booké des WrestleMania, quoi. C'était hallucinant. Surtout qu'il y avait des matchs beaucoup plus sympas. Enfin, il y a des matchs beaucoup plus sympas après. Enfin, un match beaucoup plus sympa après. Enfin, deux matchs beaucoup plus sympas après, finalement. Mais voilà, c'était ouf. Voilà. Ça m'a énervé parce que je me dis putain, pourquoi ils font pas avancer Dean Ambrose?
Et c'est pas en faisant perdre Dean Ambrose à WrestleMania qu'on va aider le milieu public. Loin de là. On l'avait fait perdre à WrestleMania 31, on l'a fait perdre à WrestleMania 32. On va le faire perdre à WrestleMania 33 maintenant. Allez, je vous fais confiance à la WWE. Ironique bien sûr, c'est ironique que je viens de dire. Hein. Je veux que WrestleMania soit qu'il y ait un WrestleMania moment Dean Ambrose, mais bon, ça c'est autre chose. Passons maintenant au match de la soirée. Le cinquième match de la soirée. Cinquième match de la soirée et le match de la soirée. Il s'agit du Triple Threat Match pour le titre féminin. Féminin. Pas les divas. Féminin. De la WWE. Entre Charlotte, la championne des divas. Becky Lynch. Et Sasha Banks. Alors déjà, les tenues. Sasha Banks porte une tenue en rapport avec Eddie Guerrero. Ce qui est très beau d'ailleurs. Parce que Eddie Guerrero est originaire du Texas aussi. Et un catcheur que j'apprécie tout particulièrement. Charlotte porte une robe, on va dire portée, enfin plutôt pas portée, mais avec des pièces de la robe qu'a utilisé Ric Flair lors de son match de retraite à WrestleMania 24, qui est d'ailleurs pas mal. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ce match d'ailleurs entre Ric Flair et Shawn Michaels. Donc franchement, ce match est très bon, très technique. Beaucoup de soumissions entre les trois, beaucoup de techniques aussi, de mouvements fluides, pas de botch quasiment. La qualité est là, la vitesse est là. Le fait qu'il y ait 3-4 choses aide aussi. Parce que bon, c'est 3-4 choses qui sont originaires d'NXT. Et tu vois que là, ils ont eu le temps vraiment de montrer pourquoi il faut considérer les filles comme des vraies catcheuses et pas des divas. Et justement, ce qui m'a fait plaisir, c'est par exemple le call qui dit c'est superstar. Voilà, il dit plus diva, il dit superstar. Parce que voilà, ça a été annoncé comme quoi maintenant les divas sont considérées comme des superstars et non plus des divas. Les divas n'existent plus. Le mot diva n'existe plus. Ce qui est vraiment sympa. Et franchement, je suis hyper content que ce mouvement ait enfin eu lieu. Parce que franchement, le match est très bon. Et même si j'aurais pensé que ce soit Becky ou Sasha Banks qui gagne, ça m'a même pas dérangé que Charlotte finisse par gagner par un figure 8. Donc ensuite, un figure 8 et Sasha Banks qui se fait tenir la jambe par Ric Flair. Donc en fait, un figure 8 sur Becky Lynch qui abandonne. Parce que franchement, là, Charlotte a montré pourquoi elle était championne. Parce qu'avant, elle ne le montrait pas trop. Et c'est ça qui me dérangeait en fait dans le personnage de Charlotte, c'est qu'elle ne montrait pas trop pourquoi elle était championne. Et là, le fait qu'elle ait fait un match vraiment très très bon lors de WrestleMania m'a fait un peu changer d'avis sur elle. Je la considère quand même comme une championne moins bonne que si ce serait Sasha Banks ou Becky Lynch par exemple. Mais voilà, c'est correct, c'est pas un mauvais truc. Et j'ai bien adoré ce qui s'est passé. Après, à voir vraiment ce qui va se passer, j'en sais rien. Est-ce qu'il va se passer des bonnes choses? J'en sais rien. Mais déjà, il y a des trucs comme quoi Natalia serait la prochaine possiblement à aller affronter Charlotte. Donc c'est vraiment pas mal. Donc à voir vraiment ce qui va se passer. On verra ça un peu plus tard, je pense, dans l'année. Mais franchement, félicitations du coup aux filles. Parce que maintenant, c'est un titre des féminin et non plus un titre des divas. Au revoir les papillons. Nous avons enfin eu assez de vous. Et au revoir les papillons. Salut. Donc, sixième match de la soirée. Donc, The Undertaker qui affronte Shane McMahon. Si Shane McMahon gagne, il gagne le contrôle de Raw. Et si l'Undertaker perd, il ne pourra pas combattre à WrestleMania à nouveau. Ce match était intéressant, hyper beau, entre guillemets, parce que on va dire que Undertaker et Shane McMahon sont des part-timers. Et encore, Shane McMahon, c'est encore pire. Dans le sens où c'était un mec qui ne luttait pas beaucoup et qui ne luttait pas des masses en plus. Et franchement, le match est bon. Le match est bon entre les deux. Il n'y a pas de gros problème de botch. Bon, après, on voit quand même que c'est des catcheurs. Enfin, c'est pas vraiment des catcheurs. Donc, du coup, Undertaker est un catcheur, mais je veux dire, il est plus à son. Voilà, il est plus à sa puissance d'antan, mais voilà, il est correct, hein, Undertaker. Mais je me disais, c'est vrai qu'il y a quand même des très bonnes choses. Et clairement, ce qui m'a fait extrêmement peur, et je vais le dire clairement, et c'est justement un des trucs qui m'a un peu surpris dans ce WrestleMania, c'est le moment où Shane McMahon
a eu le dessus sur l'Undertaker, a commencé à démonter une des parois de la Hell in a Cell, l'Undertaker le projette sur ce panel qui est démonté, donc qui tombe sur la table des commentateurs allemands. Et on commence à voir des choses comme quoi ça se fait pas être en dehors du ring, notamment avec une sorte de power slam entre guillemets de la part, enfin plutôt une sorte de projection de Undertaker et Shane sur une des tables, la table espagnole si je ne me trompe pas. Et ensuite, Shane McMahon arrive à voir le dessus, frappe Undertaker avec des moniteurs de télévision, et il est sur la table des Américains. Et Shane McMahon regarde Undertaker ça et regarde en haut. Et je me dis putain non, fais pas ça, merde, fais pas ça, c'est dangereux. Et en fait, il monte en haut de la Hell in a Cell, donc ça doit faire, je sais pas combien ça doit faire un Hell in a Cell, mais ça doit faire 5 mètres à peu près au niveau de la... Je sais plus combien ça fait. Ça fait 6 mètres, donc ça fait 2 étages quasiment. 2 étages d'un immeuble. 2 étages d'un immeuble, donc il monte donc en haut de la Hell in a Cell. Il regarde Undertaker. Je dis, non, j'espère pas qu'il va faire ce que je pense. Et en fait, il se jette de 6 mètres sur l'Undertaker qui évite au dernier moment. Donc l'Undertaker qui voit qu'il a failli échapper à la mort. Mais quand j'ai vu le show, je me suis dit, oh merde, j'espère vraiment qu'il s'est pas blessé quoi. Parce que putain, j'étais vraiment. Oh merde. Oh putain. J'étais comme ça. Bah, c'était violent. Et franchement, je sais pas quoi en penser. Mais rien que pour ça. Voilà. Parce qu'en fait, bizarrement. Alors que l'Undertaker était quand même le lutteur le plus expérimenté du match, entre guillemets, c'est le plus régulier. N'empêche que pour moi, celui qui a montré le plus de choses lors de ce match, c'est Shane McMahon. Et je vais le dire clairement, Shane McMahon méritait de gagner. Voilà, il méritait de gagner, ce qui est embêtant, parce qu'il y avait des bonnes choses qui pouvaient être faites. Et notamment avec un brand split. Et malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas fait ça par la suite. C'est dommage. Alors qu'ils auraient pu faire des très très bonnes choses. Mais bon, après, voilà, c'est aussi des 3 trucs que tu peux pas décider comme ça. T'es obligé de faire avec, malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça. Faut faire avec. Mais on y pensera un peu plus tard. Donc voilà. C'est pas génial. C'était vraiment, voilà, le match était bon. Mais voilà, le résultat en fait m'a embêté parce que voilà, je me disais Shane McMahon devrait gagner. Ensuite, nous avons la Shockmaster Memorial Battle Royale ou André the Giant Memorial Battle Royale. Alors, il y a des surprises. DDP qui était dans la Battle Royale, Katanka qui était dans la Battle Royale, Baron Corbin de la NXT qui était dans la Battle Royale, et Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal était aussi dans la Battle Royale. C'était marrant. Au début, il y a Big Show et Shaquille O'Neal qui se regardent, qui font des preuves de force. Et du coup, les deux se font éliminer rapidement par le reste. Et on voit en fait, Shaquille O'Neal et Big Show se rigoler et sortir du ring. C'était marrant. Donc, ensuite, le match s'est déroulé assez rapidement. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Et bizarrement, il s'agit d'une surprise un peu pour moi. Kane qui élimine, je crois que c'était Tyler Breeze et je sais plus si c'était Tyler Breeze, c'était Mojo Riley et Bo Dallas, si je ne me trompe pas. Et il se fait éliminer par Baron Corbin. Baron Corbin qui gagne donc avec surprise ce André the Giant Memorial Battle Royale. Et Baron Corbin qui est maintenant dans le roster principal officiel, officiellement. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que je me suis dit c'est un peu bizarre parce qu'il avait commencé une feud avec Austin Aries, justement la feud qu'on avait expliqué un petit peu plus tard. Là, apparemment il est en feud il est en rivalité avec Austin Aries. Donc à savoir ce qu'il va vraiment faire au roster principal. Il a déjà gagné un match d'ailleurs à Raw, mais je sais pas quoi en penser, donc on verra ça un peu plus tard. Ensuite, nous avons un événement. Nous avons des cheerleaders dans un ring. Pas cheerleaders au niveau de l'entrée, bon. Je me suis dit, ok, les cheerleaders, je peux skipper, ça m'intéresse pas, c'est pas trop un truc qui m'intéresse. Et un coup, t'entends, if you smell what The Rock is cooking. Et d'un coup, The Rock arrive. L'intro est très lente. Il utilise un lance-flamme pour enflammer les flat rock.
Et après, il rentre dans le ring en disant voilà, bon, bah c'est cool, on a réussi à battre le record d'influence de WrestleMania. Ok, 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 c'est très cool. Et d'un coup, la Wyatt Family qui arrive. M'expliquez pas pourquoi, c'est. Voilà, c'est. Voilà, j'ai envie de dire. La Wyatt Family, c'est un peu le random attaqueur. C'est-à-dire, en fait, il attaque tout le monde random et il perd tous ses matchs parce que bon, voilà, c'est la Wyatt Family. Alors qu'ils devraient faire ça comme des vrais monstres qui devraient gagner tous ces matchs et qui devraient faire le nécessaire. Mais bon, la WWE fait des conneries avec la Wyatt, ça c'est clair. Ils font des conneries avec les Wyatt tout le temps. Ils ont dû faire un match entre Wyatt et Brock Lesnar, ça aurait été beaucoup plus logique que ce qu'on a actuellement. Et là, surtout, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que bon, des Wyatt qui attaquent The Rock. The Rock qui se met en tenue de catch. Parce qu'il va réparer sa tenue de catch, évidemment, au cas où. Hein. On se dit, ah tiens, alors que normalement j'ai un film, la Baywatch, qui va bientôt arriver. Autant lutter rapidement et puis peut-être me blesser à ce moment-là à cause du match. Enfin, voilà, genre de truc. Il affronte Eric Rowan, pareil, il fait un people elbow si t'as pas. Et donc, nous avons The Rock qui bat Eric Rowan par un simple Rock Bottom. Et après, The Wyatt Family qui va attaquer Rock, normal. Et d'un coup, tout un. John Cena. Je m'en doutais, hein, c'était évident. Depuis le début de sa blessure, il dit je serai à WrestleMania, vous inquiétez pas, je ferai nécessaire pour que j'y sois. Et parce qu'il est Superman, parce que voilà, c'est Superman Cena, bah, il est là. Hein. Et voilà, c'était pas génial, hein, franchement. Pourquoi refaire revenir John Cena à WrestleMania si c'est pour juste faire pas grand chose en fait ça sert à rien. Je veux dire, autant j'aime pas John Cena. On est clair, j'aime pas John Cena. Ou plutôt, j'aime pas le côté un peu, tu vois, gros. Je sais pas, le côté un peu Superman de John Cena. Qu'on voit d'ailleurs un peu dans Roman Reigns, mais bon, c'est trop chose. Et voilà, c'est bon. D'ailleurs, il y a une partie qu'il a où il lui est genre John Cena, c'est ça qu'on entend. Moi j'ai entendu John Cena Sax en thème avec sa musique. Mais voilà, voilà, c'est John Cena, j'ai envie de dire. Voilà. Après voir ce qu'il va faire après. J'en ai pas eu d'idée comme quoi il faisait des trucs après. Mais voilà, je sais pas quoi en penser. C'était pas génial. C'était. Voilà. Ce segment, ça va pas à grand chose. Le seul point positif de ce segment, et je tiens à l'avouer, le seul point positif de ce segment, c'est le fait que The Rock a quand même encensé Wyatt en disant, enfin, encensé Bray Wyatt en disant, tu as tout nécessaire pour être un champion. Alors pourquoi vous le faites pas, WWE? Si même le Rock le dit, c'est qu'il doit savoir, c'est qu'il sait quand même de quoi il parle. Hein, mais bon, ça, je vous dis ça, hein, je dis ça à WWE. Il faut faire ça un jour. Mais bon, je pense que vous le penserez jamais. Hein, donc je peux éviter. Hein, je parle un peu dans le vide. Bon, ça c'est autre chose. Hein, quand on y pensera, hein, quand on fera gagner les Wyatt tous les matchs, ça serait cool. Hein, qu'on évite de faire gagner des gens comme Brock Lesnar, par exemple. Enfin, Brock Lesnar, c'est pas très embêtant. Par exemple, de faire que Brock Lesnar affronte Wyatt à WrestleMania, ça aurait été beaucoup plus logique que de faire affronter Aaron Bros. Enfin, moi, c'est mon avis. Et puis, il faut savoir que Wyatt, franchement, ça m'a dégoûté tout ce qui passe avec lui. Et j'espère qu'un jour, la WWE pensera vraiment à ce que les Wyatt soient vraiment champions et meilleurs. Parce que franchement, c'est les meilleurs. Les Wyatt, ils font le nécessaire pour la démonter tout le temps. Donc j'espère vraiment qu'un jour ils régleront leurs problèmes et qu'ils mettront la Wyatt en avant beaucoup plus. On verra ça. Ensuite, passons au main event. Donc, nous avons une entrée un peu magistrale, bien sûr, de Triple H. Évidemment, Triple H, l'entrée magistrale. C'est toujours son. Non, c'est devenu sa marque de fabrique en fait. WrestleMania, c'est l'entrée de Triple H. On s'attend toujours à avoir une entrée quand même magistrale.
Et l'entrée vraiment était très belle avec Xena. Certains m'ont dit Xena McMahon, mais c'est vrai que c'est normal. Steph qui a vraiment stunning dans sa tenue un peu genre Mad Max ou équivalent. Et franchement, j'ai bien aimé le petit discours qu'elle a fait. Et ensuite, bon, time to play the game. Et Triple H qui arrive du coup en premier dans le ring. Voilà, pas grand chose. Et voilà, bon, l'intro était correcte. Le match, en plus, les gens étaient, enfin, il y avait des gens sur les côtés qui avaient des titres de WWE poids lourds sur les épaules, c'était marrant. Et bon, après, il y a eu Roman Reigns qui s'est fait huer. Et d'un coup, moi j'ai regardé la version de Network, il y a peu de son. Alors que normalement, c'est quand même une foule de 100 000 personnes. Donc, je peux aisément dire que la WWE a édité les réactions des foules pour éviter que l'on entende les huées de la foule. Parce que putain, il s'est fait huer pendant la majorité du match. C'est beau. C'est beau pour un main eventer de WrestleMania qui pourtant face de se faire huer alors que c'est le champion heel qui se fait même pas huer mais qui se fait acclamer par la foule. Putain, réfléchissez la WWE. Roman Reigns n'est toujours pas prêt pour être un champion du monde poids lourd et ils se rendent pas compte. Ok, il est marketable, ça par contre je le dis, il est marketable maintenant. Mieux qu'avant, mais merde, c'est toujours pas le meilleur catcheur du monde, toujours pas le meilleur catcheur. Techniquement, même tu vois au niveau technique et tout ça, c'est pas le plus intéressant. Mais merde, vous avez quand même des bonnes choses. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien avec. Enfin, vous nous l'enfoncez dans la gorge. Et à partir d'un moment, on va en avoir marre. Et ça s'entend déjà. Certaines personnes, quand tu vois comment il se fait huer à son entrée, à sa présentation par, je crois que c'est une Liliane Garcia, il se fait huer, mais affreusement. Il se fait huer affreusement. Et le match est pas génial. Alors que le match est overdue, alors que WrestleMania est overdue, il aurait pu faire un match beaucoup plus intéressant. Le match est pas sympa. Et il y a pas grand chose, il y a même pas d'intervention, c'est rien du tout, il y a rien du tout. Et ça termine par un spear est terminé. Voilà, fini, voilà, Roman Reigns qui gagne le titre, on était évident, c'était même pas décidé quoi, c'était le truc, voilà. On était obligé de mettre Roman Reigns, parce que là, ils avaient pas le choix. Ils se disaient, bon, on va aller à fond, on va aller avec Roman Reigns, parce que Roman Reigns, voilà, la foule l'aime bien, vous voyez. Et voilà, il aime bien la foule, voilà, c'était cool. Sauf que la foule la déteste. Mais comprenez la WWE qu'on veut pas de lui. C'est pas le meilleur catcheur du monde. C'est pas un John Cena. Ils veulent faire un John Cena, mais ce n'est pas un John Cena. Il est en dessous. John Cena, même John Cena. Mais, tu vois, même si j'apprécie pas John Cena, je sais très bien que John Cena est au-dessus d'un Roman Reigns, loin, même très au-dessus d'un Roman Reigns. Roman Reigns mérite. Pour moi, tu vois, même Dean Ambrose est au-dessus d'un Roman Reigns. Merde, vous avez des possibilités non négligeables de faire de bonnes choses. Mais vous foirez toujours. Et c'est à cause de ce main event que moi je peux dire que ce WrestleMania est mauvais parce que. On va dire, c'est comme le Royal Rumble. Si le main event du Royal Rumble. Si le Royal Rumble aurait été mauvais, j'aurais dit le Royal Rumble a été mauvais. Là, je peux dire, WrestleMania, je l'aime pas trop à cause du main event. Et à cause de certains trucs dans le show aussi. Et à cause du main event, à cause du segment avec le Rock aussi. Mais surtout à cause du main event parce que c'est main event, c'est surtout le moment où tu dois avoir un bon truc, quoi. Tu dois avoir un truc qui permet de dire, voilà, d'avoir un feel good moment. Mais tu l'as même pas parce que la majorité déteste le Roman Reigns et le voir gagner son titre. Enfin, voir gagner son titre une nouvelle fois, parce que c'est la troisième fois qu'il gagne le titre. Voilà, voilà, ils se disent bon bah voilà, on a eu ce qu'il fallait. Enfin, voilà, et puis apparemment il y a des gens qui sont partis qui sont partis du stadium pendant le match. Ils en avaient rien à foutre. Donc franchement, qu'est-ce que je peux dire? Ce match était mauvais. Enfin, il était pas génial quoi. Et je comprends pas comment certaines personnes peuvent apprécier Roman Reigns, parce que je peux comprendre certains qui apprécient Roman Reigns, mais merde, comprenez que c'est peut-être pas le meilleur catcheur qui pourrait avoir le titre à la place, quoi. Parce qu'il y a d'autres catcheurs qui mériteraient peut-être mieux le titre que lui. Notamment Kevin Owens, notamment AJ Styles, même si c'est un peu différent. Notamment Cesaro, putain, Cesaro,
qui est revenu d'ailleurs à Raw, d'ailleurs, pour plus tard. Mais voilà, c'était vraiment le truc où je me disais, merde, vous avez peut-être d'autres personnes à pusher que Roman Reigns. Ça fait 2 ans que vous essayez de le pusher, 2 ans qu'il se fait huer. J'ai envie de dire, à un moment, il faudra quand même arrêter la punition. Quoi. Je veux dire, c'est un peu une punition pour lui, parce que voilà, il se fait huer à tous ses shows. Vraiment, je veux dire, même lui, je sais pas comment il peut réagir à la pression, parce que quand tu vois ce qu'il fait, franchement, je me dis, mais ça va pas être possible. Et surtout si, en plus, bon, je vais faire spoiler maintenant Raw, surtout s'il affronte AJ Styles pour le titre. Oui, parce que AJ Styles a gagné un titre, a gagné un aspirant numéro 1 pour être champion du monde poids lourd. Tu crois qu'AJ Styles va se faire huer? Tu crois que Roman Reigns a gagné contre AJ Styles? Ah oui, ça évidemment. Roman Reigns va gagner contre AJ Styles, ça c'est sûr. Ça, je peux vous le dire d'avance. Roman Reigns gagne ce match, mais est-ce que vous croyez que ça va être cool pour lui? Parce que putain, voilà, j'ai envie de dire, faut arrêter les conneries quoi. Faut arrêter les conneries, c'est hallucinant que vous comprenez pas qu'on veut pas quelqu'un, on vous le met quand même. Voilà, c'était le truc qui m'a dégoûté un peu. Mais bon, après, voilà, c'est le truc, voilà, on est obligé de faire avec. Voilà. Je pense avoir après le tour. Donc WrestleMania était pas mauvais. Il était pas mauvais, mais on va dire il était pas génial. Pas génial, pas génial du tout. Et moins bon que NXT TakeOver Dallas. Voilà. Je pensais avoir fait après le tour. Je vais quand même refaire un petit tour sur Raw pour vous dire ce qui s'est passé. Il y a eu les arrivées de Soft, donc Enzo Amore et Big Cassidy. Et quand tu vois la foule qui a répété au mot presque a dit Enzo Amore en disant Enzo Amore. Je sais plus exactement. Je sais plus le nom. Enfin, voilà, on va me dire je connais pas vraiment. Bah, je suis pas vraiment NXT de base, donc voilà. Mais quand tu vois la foule qui répète le motto de. Enfin, plutôt le début des phrases d'Enzo Amore, un peu comme pour Lemon, en fait, c'est un peu équivalent. Et voilà, je me dis, il y a des bons trucs. Et franchement, il y a des bons trucs quand même qui ont été montrés. J'aurais bien pensé qu'il y aurait Finn Balor qui serait arrivé, mais bon, c'est autre chose. On est obligé de faire avec. Mais voilà, je sais pas en quoi en penser, mais c'est le truc. Après, il y a aussi Baron Corbin contre Dolph Ziggler. Donc Baron Corbin qui fait son officiel début dans le roster principal. Un match d'ailleurs qui s'est terminé en double décompte à l'extérieur. Franchement, j'ai bien aimé ce match, c'était sympa. Comme j'ai dit, Zack Ryder qui perd son titre intercontinental contre The Miz. C'est triste parce que je pense qu'ils auraient pu faire un truc sympa. Mais bon, voilà, ils auraient pu faire un truc cool. Mais bon, je sais pas quoi en penser. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une faute du coup entre The Miz et Zack Ryder? Après, ça peut pas être mauvais. Hein. On va voir vraiment ce qui peut être proposé pour les deux. J'espère vraiment que Zack Ryder va quand même rester autour du titre. Bon, parce que ça sert à rien de gagner un titre pour un jour. On verra ça. Après, du coup, Natalia qui est possiblement la future aspirante numéro 1 pour le titre, c'est cool. Sauf donc qui arrive. Et puis, donc Cesaro qui revient dans le Fatal 4-Way pour le titre inspirant numéro 1. Donc c'était vraiment sympa. Je suis vraiment content. Et puis en plus, j'ai Gistal qui gagne, c'est très cool. À savoir vraiment ce qui va se passer pour la suite. On verra ça plus tard. Bon, je pense après le tour pour WrestleMania. Et j'espère vraiment que cette balade de forain vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures sur le catch. Et comme je vous dis, stay tuned for more. Et restez fans de catch, bien sûr.